L'Islande, c'est la furie des Eyjafjallajökull et des vallées paisibles, c'est la colère de Grímsvötn et des cascades tranquilles. Et puis l'Islande, c'est les vertus thérapeutiques du Blue Lagoon et la vie calme de Reykjavik, c'est l'eau claire de Thingvellir. Mais l'Islande, c'est aussi le football. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors la Coupe du Monde c'est dans 48 heures, le rythme s'intensifie et OCDM touche à sa fin. Mais aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier épisode et pour parler d'une sélection pas comme les autres, l'Islande. Et comme d'habitude on commence par quelques remerciements. D'abord pour Emile qui m'a contacté via Twitter pour me proposer une analyse très approfondie de la sélection islandaise. Et ensuite Taha qui fait toujours du très bon boulot. Alors merci à vous deux et c'est parti. Alors, placé dans un groupe I de très bonne facture, l'Islande a réussi un parcours qualificatif brillant. Au lendemain de leur Euro 2016 merveilleux, le peuple nordique ne se réveille pas avec la gueule de bois et accroche le nul en Ukraine lors de la première journée avant de se défaire de la Finlande à domicile 3-2. Pourtant, à la 90e minute, les Islandais sont menés 2-1, mais une tête de Finn Bogason et un but confus de Ragnar Sigurdsson à quelques secondes du terme donnent les 3 points au Strakarnir Okkar et Reykjavik explose. Et puis contre les rivaux croates, à 5 journées de la fin, les Islandais récidivent et décrochent un succès importantissime à la 90e minute, 1-0, grâce à un but de l'épaule d'Ordur Magnusson. Lors de l'avant-dernière journée, ils livrent un récital de football en Turquie et étrillent les coéquipiers d'Arda Turan, 3-0, grâce à un joli mouvement collectif conclu par Johan Berg Gudmundsson, un but plein de sang-froid de Birkir Bjarnason et une ultime tête de Gunnarsson, reprise par Kari Arnason. Cette superbe campagne connaît une fin heureuse quelques jours plus tard. Sur leur terre, les Islandais se défont aisément du Kosovo, direction la Russie. Alors dans l'épisode précédent, j'abordais l'histoire footballistique brésilienne, donc autant vous dire que le contraste avec cette sélection islandaise est assez marqué. On écarte déjà les lieux communs. Oui, l'Islande est de très loin le plus petit pays à se qualifier pour une Coupe du Monde. Et alors vous avez déjà sûrement entendu la stat que tous les journaux télé répètent à l'envi. Mais sur les 350 000 habitants de l'île nordique, 20 000 sont licenciés dans des clubs de football, ce qui en fait à la fois un réservoir de talent microscopique en valeur absolue, mais énorme en valeur relative, comme si 4 millions de Français jouaient au foot en club. Et alors sur le plan historique, il faut comprendre que le développement du football islandais est très récent. Alors oui, le sport est extrêmement populaire et l'île possède un championnat depuis la fin du 19e siècle, mais avant 2010, l'Islande était loin du top 100 au classement FIFA. En fait, l'histoire du foot islandais, c'est surtout une histoire d'institutions et de politiques efficaces. Je vous explique, c'est assez simple. Le problème majeur auquel font face les footballeurs en herbe de l'île, c'est le climat qui rend l'entraînement impossible pendant presque la moitié de l'année. Du coup, la fédération islandaise et le gouvernement islandais ont travaillé main dans la main pour construire un grand nombre de centres d'entraînement couverts de très grande qualité, les fameuses Football Houses islandaises, et en même temps, un programme de formation UEFA a été mis en place à des tarifs réduits pour permettre aux personnes intéressées de devenir de vrais coachs licenciés. Aujourd'hui, un Islandais sur 500 détient un diplôme d'entraîneur UEFA. Pour parler un peu d'histoire sur les terrains maintenant, la plus grande star du football islandais est, de très loin, Eidur Gudjohnsen, que j'aimais bien dans PES et qui a joué 186 matchs à Chelsea pour 54 buts avant de signer au FC Barcelone. Il a la particularité d'avoir obtenu sa première cape en équipe nationale en remplaçant son père et a vraiment placé l'Islande sur la carte footballistique avant que la sélection ne prenne le relais avec cet Euro 2016 qui est resté dans les mémoires en tenant en échec le Portugal 1-1 grâce à un but en seconde mi-temps de Bjarnason, puis en obtenant un nouveau match nul contre la Hongrie. Les Islandais se rendent au Stade de France lors de l'ultime journée pour disputer leur qualification contre l'Autriche. Et dans un scénario rocambolesque, et grâce à un but décisif inscrit à la 94e minute, l'Islande s'impose 2-1 et rallie les huitièmes de finale. Face à eux, les Anglais, qui inscrivent d'ailleurs le premier but de la partie suite à un penalty de Rooney, mais Ragnar Sigurdsson égalise 2 minutes plus tard au second poteau, avant que Sigurdsson ne porte le score à 2-1 grâce à une frappe que Hart ne fait que freiner, l'Islande est en quart. La belle histoire s'arrêtera là, contre des Français impitoyables qui s'imposent 5-2, mais les Islandais ont pris goût au grand rendez-vous. On passe au 11, mais on va pas s'y attarder outre mesure. D'abord parce que l'Islande est beaucoup plus un collectif qu'une somme d'individualités, et surtout parce que leur 11 ressemble à ça
alors ayez un peu de compassion. Mais donc au but on retrouve Hannes Halldórsson, qui a 34 ans, est surtout connu pour avoir réalisé le clip que l'Islande a présenté à l'Eurovision 2012, et qui est donc un éminent symbole du statut footballistique islandais. Ça va lui faire tout drôle de croiser Messi dans quelques jours. Plus haut, la charnière centrale devrait associer Ragnar Sigurdsson et Kari Arnason. Le premier a joué à Göteborg, Copenhague, Krasnodar et Fulham. Il évolue depuis janvier au FC Rostov, mais n'est pas un titulaire indiscutable. Le fait d'armes majeur de sa carrière est donc son but inscrit contre l'Angleterre en 8e de finale de l'Euro 2016. Kari Arnason, lui, vient de retrouver son premier club pro, le Vikingur de Reykjavik, après une saison passée à Aberdeen qu'il a de ses propres aveux détestés, la faute à un football écossais qui valorise le jeu long à outrance. À 35 ans, il n'est pas une flèche et pourrait même constituer une vraie faiblesse du dispositif islandais. Le latéral droit Seversson est un peu dans la même situation. À 32 ans, il a quitté en janvier son club d'Amarby pour retrouver le championnat semi-pro d'Islande et a à peine joué. À court de forme, il ne fait pourtant face à aucune concurrence à son poste. Perisic, Di Maria et Iwobi se régalent déjà de ces duels dans son couloir. À gauche, Magnusson n'a pas un prénom des plus nobles, mais il pourrait être la bonne surprise de cette arrière-garde vieillissante. Appartenant en temps à la Juventus, il évolue désormais à Bristol City en Championship. Il est à 25 ans un des espoirs du football islandais. Un peu plus haut, le tandem de sentinelles associe Emil Alfredsson, vétéran d'Udinese, à Aron Gunnarsson, légende islandaise. Titulaire de 77 sélections, Gunnarsson évolue à Cardiff City depuis 2011 et y a disputé 243 rencontres. À 29 ans, il est le pilier de son pays. Seul problème, il soigne en ce moment une blessure au genou. Une grande partie des espoirs de l'Islande repose sur son rétablissement. Dans ce système en 4-5-1, les milieux latéraux sont occupés par Birkir Bjarnason d'Aston Villa et Johan Berg Gudmundsson. Gaucher positionné en faux pied, Gudmundsson sort d'une saison de très haut niveau à Burnley. Ses performances ont notamment permis au club du Lancashire de décrocher sa première place européenne depuis 51 ans. Au poste de numéro 10 ensuite, le catalyseur de l'attaque est évidemment Gylfi Sigurdsson. Arraché l'été dernier à Swansea par Everton pour la coquette somme de 45 millions de livres, Sigurdsson est le plus grand joueur de l'histoire islandaise depuis Eidur Gudjohnsen, et aux abords de la surface, il est un sniper auquel il ne faut pas laisser le moindre mètre carré, sous peine d'une sanction immédiate. Mais comme pour Gunnarsson, la problématique principale de Sigurdsson est de récupérer. Blessé en mars, il espère revenir à temps pour affronter l'Argentine dans 4 jours. Et enfin, au poste de 9, John Daddy Bodvarsson n'est pas un buteur extrêmement prolifique. Régulièrement positionné au poste d'ailier droit dans son club de Reading, je ne le vois pas du tout comme un danger. Et donc placé dans un groupe D qui intéresse au plus haut point les supporters des Bleus, l'Islande devra se défaire de l'Argentine, convalescente mais capable de moments géniaux, d'un Nigeria dont on attend beaucoup et d'une Croatie dangereuse à tous les niveaux. Pour espérer se frayer une place en 8e, la mission est de taille. Et alors je vais être un peu dur avec cette sélection islandaise, mais sur le papier du moins, elle me semble loin d'avoir le niveau requis pour une Coupe du Monde, surtout placée dans ce groupe-là, surtout avec Gunnarsson et Sigurdsson aussi incertains. Et quelque part j'espère me tromper parce que les triomphes du collectif c'est l'essence même du football, et on se souvient qu'à l'Euro 2016, l'Islande avait apporté un vrai vent de fraîcheur, sans mauvais jeu de mots, mais tout ça pour dire que je les vois pas renouveler l'exploit. Pour moi, ils disputeront la 3e place au Nigeria. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je suis un peu trop sévère avec l'Islande? Et qui est-ce que vous voyez sortir de ce groupe D de tous les dangers? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. C'est la fin de ce 31e épisode d'OCDM. Rendez-vous demain pour le grand final. Mais en attendant, j'adresse un énorme merci aux généreux donateurs qui me soutiennent sur Tipeee et qui me permettent de voir l'avenir un peu plus sereinement. Vous êtes au top et à demain.